Bonjour tout le monde. La séquence vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'abstraction et avec sa syntaxe en langage Java. Donc, la présentation qu'on va suivre aujourd'hui, on va commencer par une activité pour découvrir ensemble la notion d'abstraction, quelques notions de base, qu'est-ce qu'une classe abstraite, qu'est-ce qu'une interface, et avant la mise en place des différents ateliers, je vais vous parler de deux mots-clés, static et final, qu'on utilise souvent lors de développement au sein d'un langage orienté objet. Alors, comme je vous ai dit la dernière séquence, donc la programmation orientée objet, il se base sur un ensemble de concepts, un ensemble d'apports. On a parlé de l'encapsulation, de constructeurs, de polymorphisme, de l'héritage. Parmi les apports toujours de cette technique de développement et de programmation, on peut parler de l'abstraction en général. Alors, la première activité qu'on va mettre en place, ça va être la suivante. Supposons que vous avez 9 points. Ce qu'on vous demande, c'est relier ces différents points, mais tout en respectant les contraintes suivantes. Il ne faut pas dépasser 4 lignes au maximum. Si on les dépasse, c'est-à-dire que la solution n'est pas fiable. Et puis sans relâcher votre main. C'est-à-dire, si vous commencez à partir de ce point-là, il faut continuer à relier les différents points sans relâcher votre main. Je vous demande de remarquer, donc l'objectif de cette activité, c'est vous montrer la différence entre l'abstrait et son contraire qui est le concret. Il apparaît bien que nos points sont cadrés. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, donc les frontières que vous avez ici, ça représente donc le cadre de votre, si vous voulez, schéma. Ce qui est demandé par la suite, c'est relier ces différents points. On va essayer ensemble de répondre à ce besoin tout en respectant les contraintes de tout à l'heure. Alors, supposons que automatiquement, je vais commencer à partir de ce point. Voilà la première ligne. Puis voilà la deuxième ligne. Pardon. Puis voilà la quatrième ligne. Voilà la cinquième ligne. J'ai arrivé à relier 8 points, mais il me reste celui-là. Si je continue, donc je serai dans une situation qui dépasse la contrainte que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vous demande de remarquer que j'arrive à s'en sortir, mais avec 5 points. 1, 2, 3, 4 et puis 5. C'est-à-dire que ma solution ne répond pas aux contraintes de tout à l'heure. Je vous demande de remarquer que le problème, ça vient du fait que quand j'ai dessiné la première ligne, je me suis arrêté au point qui se trouve ici. C'est-à-dire que là, je suis en train de penser d'une façon qui est concrète. Si je pense d'une façon qui est concrète, automatiquement, j'aurai plus de solution à ce problème. Pour résoudre le problème, il faut sortir des cadres. Il faut pas, donc, puisque là, je suis en train d'ajouter une troisième contrainte, c'est qu'il faut que je m'arrête aux frontières. Et si je reviens à l'énoncé, il apparaît bien qu'il n'y a aucune contrainte qui m'oblige d'arrêter à ce niveau-là, ou bien à ce niveau-là, c'est-à-dire je ne suis pas limité au niveau des frontières. Pour résoudre le problème alors, il faut sortir des cadres. On va refaire donc le travail. Donc, je dessine la première ligne, et là je ne m'arrête pas ici, je sors des cadres. Et quand je sors des cadres, donc là j'ai deux possibilités. Soit je descends vers ce point-là, et comme ça je vais relier un seul point, soit je descends avec ce chemin-là, et comme ça je vais relier deux points. Puisque nous on cherche le strict minimum de lignes, sûrement on va choisir donc le maximum de points à relier. Du coup, donc la deuxième ligne que je vais dessiner, ça va être celui-là. Voilà. Par la suite, il me reste à monter en haut pour relier donc ces différentes lignes. Et la dernière ligne, quant à lui, ça va être celui-là. Et là, si on compte, vous avez donc 1,
2, 3 et puis 4. La solution est possible dès qu'on sort des cadres. Des coups, donc on peut conclure à partir de ce jeu-là que l'abstrait, c'est quelque chose donc, qui est plus approfondi, plus avancé par rapport à tout ce qui est concret. La question qui va se poser par la suite, quelle est la valeur ajoutée de l'abstraction en génie logiciel lorsqu'on est devant le développement et la programmation d'une application ou bien d'un produit? Ce qu'il faut retenir, on va prendre l'exemple des mathématiques. Nous tous, donc, on a passé par des choses qui sont concrètes. Ils nous demandent de compter à partir des objets, mais à un certain moment, donc, on s'est basculé vers des équations qui contiennent des x, des y, des z. On résout l'équation sans tenir en compte donc ce que représente le x. Pour nous, c'est l'inconnu, c'est l'abstrait. Et c'est à partir de ces, si vous voulez, ces concepts mathématiques qu'on est arrivé à évoluer donc notre façon de voir les choses, nos pensées en général et la façon avec laquelle on va résoudre les différents problèmes. Ce qu'il faut retenir, comme je vous ai montré dans l'image suivante, l'abstraction en génie logiciel en général, il représente pour nous un noyau de l'application. Quand un client il veut demander de développer donc son produit, son produit il est composé d'un certain ensemble de fonctionnalités. Vous allez créer donc un noyau qui est stable et sur ce noyau-là, vous allez donc ajouter les différentes fonctionnalités puisqu'il ne faut pas oublier que par la suite, on est obligé de mettre à jour notre application. Soit des mises à jour qui sont correctives pour corriger donc les problèmes des différentes fonctionnalités fournies, soit donc des mises à jour évolutives, le fait d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Alors là, on ne va pas tout refaire. On ne va pas refaire toute l'application pour répondre à une nouvelle fonctionnalité. D'où la présence et d'où l'importance de l'abstraction. Vous aurez quelque chose qui est stable, même s'il y a des mises à jour, donc ça va être la même infrastructure sur laquelle vous travaillez. En dessous de ce noyau, si vous voulez, vous allez rajouter donc les fonctionnalités. C'est pour ça, donc lorsqu'un client il veut demander de lui développer une application, il faut penser à un noyau de l'application. Ce noyau-là, il va supporter les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités que vous allez ajouter par la suite. Donc, en langage Java, lorsqu'on parle de l'abstraction, on parle de deux types de classes. Donc, il y a les classes abstraites qu'on va découvrir durant cette séquence et même au niveau de l'atelier qu'on va développer ensemble, et la notion des interfaces. Donc, on commence par les classes abstraites. Donc, une classe abstraite en général, c'est un cas particulier des classes puisque les classes qu'on a créées jusqu'à maintenant sont qualifiées des classes concrètes puisque toutes les méthodes disposent d'une définition. Alors, une classe abstraite est une classe qui ne définit pas toutes ces méthodes. Donc, lorsqu'on parle d'une classe abstraite, c'est une classe qui peut contenir des attributs et peut contenir des méthodes concrètes, c'est-à-dire des méthodes avec définition. Et au minimum, une classe abstraite doit avoir une méthode qui est abstraite. Si la classe est abstraite, on ne peut pas l'utiliser directement, dit qu'on ne peut pas l'instancier. Alors, le contraire d'une classe abstraite, c'est toutes les classes qu'on a vues jusqu'à la dernière vidéo. Donc, c'est les classes concrètes. Une classe concrète définit toutes ces méthodes. Et une classe concrète peut hériter d'une classe abstraite. Et il peut être instancié. Quand vous créez une classe concrète, c'est-à-dire que cette classe elle est apte d'être utilisée directement. Vous pouvez l'instancier et faire appel à ces différentes méthodes. Une classe abstraite, c'est une classe, si vous voulez, générique. C'est une classe générale que vous allez utiliser dans votre code et qui sert comme classe mère pour le reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas instancier la classe mère directement. Si on ne peut pas l'instancier, alors comment on doit l'utiliser? Automatiquement, on va l'utiliser comme étant une classe mère dans notre structure. Donc, avec les classes abstraites, on peut faire des programmes génériques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on définit les méthodes manquantes avec l'héritage pour obtenir une classe concrète qu'on peut ensuite instancier et exécuter.
Peut-être que vous allez poser la question, pourquoi j'aurais besoin d'une méthode abstraite quand classe mère et pas une classe plutôt concrète? Alors la réponse est simple. Il faut savoir que votre classe mère peut être héritée par plusieurs classes filles. La question qui se pose, est-ce que toutes les classes filles ils vont donner la même définition pour une méthode bien précise? Il y a des situations où chaque classe fille peut implémenter et définir sa méthode selon son contexte et ses besoins. C'est pour ça que vous aurez besoin. La méthode qui est influencée par la classe fille qui va l'utiliser doit être une méthode abstraite. Et pour qu'elle soit une méthode abstraite, vous êtes obligé de la définir dans une classe abstraite. C'est pour ça, donc, dans votre programme générique, vous aurez besoin de ce type de classe dans l'abstraction en langage Java. À titre d'exemple, supposons que vous avez la classe abstraite suivante, la classe forme. Il est caractérisé par deux attributs, à savoir le nom et puis la couleur. Une classe abstraite, comme je vous ai dit tout à l'heure, du point de vue syntaxique, avant classe, il est précédé par le mot-clé abstract. Elle dispose des attributs, elle dispose d'un ensemble de méthodes concrètes. Quand je dis une méthode concrète, c'est une méthode avec définition. Là, on se retrouve avec accolade ouvrante, accolade fermante, et à l'intérieur, vous mettez les différentes instructions. Et au minimum, comme je vous ai dit tout à l'heure, une classe abstraite telle que notre classe forme doit avoir une méthode abstraite. Une méthode abstraite lui-même, avant le type de retour, puisqu'ici il s'agit d'une fonction, on les a précédés avec abstract. Et là, je vous demande de remarquer l'absence d'accolade ouvrante fermante. C'est-à-dire que la fonction surface qui retourne un entier, c'est une méthode qui est abstraite. Ne dispose d'aucune définition pour le moment. Quand est-ce qu'on va le définir? Lorsqu'on va faire l'héritage, chaque classe phi, il va définir cette méthode à sa manière. C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Donc, vous avez votre classe forme qui représente une classe mère et c'est une classe abstraite. Vous avez les deux attributs et vous avez bien sûr donc la méthode abstraite surface que je vous ai montré tout à l'heure et la méthode concrète affichée. Cette classe mère forme peut être héritée par un cercle et puis par un rectangle. Et là, je vous demande de remarquer donc ces deux classes phi, ils vont avoir le nom et la couleur. La classe phi cercle a son propre attribut spécifique rayon, sachant que rectangle a son propre, si vous voulez, attribut spécifique longueur et largeur. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces deux classes phi vont définir la méthode surface avec la même manière? Sûrement que non, puisque la surface d'un cercle diffère carrément de la surface d'un rectangle. C'est pour ça que je ne peux pas définir surface comme étant concrète. Je ne peux pas lui donner une définition pour le moment. Quand est-ce que la définition sera établie? Lorsque la classe phi fait appel, puisque la surface d'un cercle diffère d'un rectangle, diffère d'un triangle, ainsi de suite. Et c'est ça la valeur ajoutée de l'abstraction en général. Le deuxième concept qu'on va découvrir ensemble, après avoir parlé donc des classes abstraites, il y a d'autres classes particulières, d'autres cas, c'est ce qu'on appelle les interfaces. Alors l'interface quant à lui, c'est une, si vous voulez, classe qui dispose seulement des signatures des méthodes. Donc, en termes de définition, on peut dire qu'une interface en Java en général est comme une classe abstraite sans aucune définition de méthode. La classe abstraite, elle dispose de méthodes concrètes et si vous aurez que des signatures des méthodes. Et à partir de la version 8, vous pouvez donc ajouter des méthodes avec définition dans une interface. On va le découvrir au niveau de notre atelier. Donc l'interface en général décrit les méthodes et les types de leurs arguments sans rien dire sur leur implémentation. Il veut donc seulement la signature. C'est comme la méthode surface que je vous ai montré tout à l'heure. Il permet de définir l'aspect général de votre application, comme je vous ai dit exactement tout à l'heure, le noyau de votre application en général. Une autre chose très importante, quand on a parlé d'héritage, je vous ai dit que Java il permet que l'héritage simple. Une classe ne peut hériter qu'à partir d'une seule classe.
Par contre, une classe en langage Java, il peut implémenter plusieurs interfaces. C'est pour ça qu'on peut dire que les interfaces est une variante de l'héritage multiple. Alors, dans l'exemple suivant, vous avez deux interfaces. Et là, je vous demande de remarquer, à la place de classe, on utilise le mot-clé interface. Vous avez deux interfaces, traitement 1, traitement 2. Chaque interface définit ses propres méthodes. Et là, je vous demande la présence de la signature tout court. Public, void, affiché. Dans une interface, le mot-clé abstract est facultatif. Vous le faites ou vous ne le faites pas, ça revient au même. Par contre, dans les classes abstraites, c'est obligatoire. La deuxième interface, quant à lui, traitement 2, donc c'est une interface qui dispose de deux signatures, donc add pour l'addition et mult pour la multiplication. En termes d'exploitation, comme je vous ai dit tout à l'heure, les interfaces elles représentent une variante de l'héritage multiple. Ici, vous avez une classe binaire avec deux attributs x, y. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Et dans ce cas-là, la classe binaire il doit donner une définition à toutes ces méthodes-là qui sont définies au départ au niveau des différentes interfaces. C'est-à-dire, il va implémenter un fichier, il va le définir, il va définir add et mult selon, si vous voulez, son contexte et ses besoins. Et c'est ça l'abstraction, c'est que le traitement se change d'une classe phi à l'autre. Du coup, on ne peut pas définir la fonction dès le départ. La définition s'effectue au niveau des classes phi en général. Donc, après avoir parlé de ces deux concepts d'abstraction, à savoir les classes abstraites et puis les interfaces, on va parler maintenant de deux keywords qu'on utilise souvent dans le développement orienté objet, à savoir le mot-clé statique et le mot-clé final. Alors, le mot-clé statique est utilisé dans le cas puisque lorsque vous allez créer un objet, je reviens avec vous ici. Vous avez donc une classe qui porte le nom form avec name et puis color. Supposons que j'ai créé un objet qui s'appelle form 1 et j'ai créé un autre objet qui s'appelle form 2. Les valeurs des attributs name color du premier objet n'ont rien à voir avec name color du deuxième objet. C'est pour ça qu'on dit bien que l'attribut nom et l'attribut couleur, ce sont des attributs d'instance. Ils dépendent de l'objet. Par contre, supposons que j'ai ajouté ici le nombre d'objets formes. J'aimerais bien compter au départ cet attribut est égal à 0. Quand je vais créer le premier objet, c'est 1. Quand je vais créer le deuxième objet, c'est 2. Il apparaît bien que ce paramètre, bien cet attribut, il est partagé par tous les objets de votre classe. C'est pour ça, donc, dans la programmation orientée objet, il y a des attributs d'instance qui dépendent de l'objet. Il y a des attributs de classe qui dépendent de la classe tout entière. Ce sont les attributs qu'on utilise, ou bien les membres, pour dire qu'il s'agit de statique. Donc, le mot-clé statique est utilisé pour désigner une propriété dont la valeur est identique pour tous les objets de la classe. C'est pour ça que je vous ai parlé de partage. C'est un attribut qui est partagé avec tous les objets. Une méthode qui accède à une propriété statique doit être déclarée statique. C'est-à-dire que ce mot-clé statique, je peux l'appliquer sur l'attribut, je peux l'appliquer sur la méthode pour dire au système que ces deux membres-là dépendent de la classe tout entière et des coûts sont partagés par tous les objets. Donc les propriétés méthodes statiques sont accessibles à partir du nom de la classe. Si vous avez un membre statique, vous n'êtes pas obligé de faire l'instanciation à partir de l'opérateur new pour accéder à votre membre. Directement, à partir du nom de la classe, point, vous pouvez accéder à tous les membres statiques en général. Les propriétés méthodes statiques sont appelées respectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, propriété ou bien attribut de classe et méthode de classe. Contrairement aux propriétés qui dépendent de l'objet, qui disposent dans le jargon orienté objet, du nom, propriété ou bien attribut d'instance et méthode d'instance. Alors, dans l'exemple suivant, je reviens avec vous vers la classe point. Donc, vous avez deux attributs d'instance, x, y, et vous avez un attribut nombre de points qui est initialisé par 0. Et là, je vous demande la présence du mot-clé statique.
Pourquoi? Puisque le nombre de points ne dépend pas d'un seul objet, il dépend de tous les objets de votre classe. Il est partagé, du coup, doit être statique. Par contre, xy correspond chaque point à ses propres valeurs pour xy. Xy, ce sont des attributs ou bien des propriétés d'instance. MB point, c'est une propriété ou bien attribut de classe. Quand est-ce que maintenant vous allez incrémenter le MB point? À chaque fois que vous créez un objet, vous êtes obligé d'informer la propriété de changer sa valeur. C'est ce qu'on vient de voir ici. Pour tous les constructeurs, à chaque fois qu'on crée un objet, on va incrémenter la valeur de MB point. Et quand on sort, on va sortir avec une valeur qui est partagée par tous les objets de votre classe. Le dernier point qu'on va traiter selon cette présentation, c'est le mot-clé final. Alors, le mot-clé final, vous pouvez l'appliquer sur une classe, quand vous pouvez l'appliquer sur une méthode ou bien sur un attribut. Si le mot-clé final est appliqué sur une classe, c'est-à-dire que votre classe ne peut pas être extensible. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme étant une classe mère. Si vous rajoutez final avant classe, c'est-à-dire que cette classe-là ne peut pas être une classe mère. Si final est appliqué sur une propriété, c'est-à-dire que la propriété ne peut pas changer sa valeur et du coup on part d'une constante. Si final est appliqué sur une méthode, c'est-à-dire que cette méthode-là, vous ne pouvez pas la redéfinir dans les classes phi au niveau d'héritage. Si la méthode est finale, c'est-à-dire vous êtes en train de dire au système, cette méthode ne peut pas avoir une extension par la suite, sa définition s'arrête à ce niveau-là. Donc on va découvrir tous ces concepts-là sur Eclipse. Je vous demande de basculer vers Eclipse. Donc on va créer notre projet de type Java Project. Alors, donc le premier point qu'on va traiter ensemble, je crois que j'avais déjà un, donc je vais faire la chose suivante. Je vais créer une nouvelle classe qui porte le nom form et je vais la mettre dans un package abstract. Pack. Et là, je vous demande de remarquer pour transformer votre classe, puisque là, si je mets rien, il va créer une classe concrète. Pour signaler que ma classe est une classe qui est abstracte, donc je vais choisir abstract. Et là, donc automatiquement, j'aurai la classe suivante, public abstract class form. Alors, dans ma classe, je peux créer des attributs. Alors, public, pardon, c'est private pour sécuriser l'accès aux attributs. Donc, string name. Je peux déclarer des méthodes concrètes, c'est-à-dire avec définition. Je commence par le constructeur avec argument. Alors, 10.name, si vous vous rappelez bien, donc le 10 il permet d'identifier l'objet courant. Il permet de faire la différence entre l'attribut et puis le paramètre de la fonction. Je déclare une méthode d'affichage, donc public void afficher. Je fais appel à CESU, donc là, je vais lui dire form, deux points, et je lui demande d'accéder à la propriété name. Donc ici, vous avez deux méthodes qui sont concrètes. Et une classe abstraite doit contenir au minimum une méthode abstraite. Du coup, donc je vais ajouter une méthode abstraite. Surface, comme je vous ai montré tout à l'heure, public. Pour dire abstraite, c'est abstract. Float, surface. Et puis point virgule, c'est une méthode sans définition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'enlève donc l'abstract. Alors automatiquement, le système il va signaler donc une exception au niveau de la méthode. Il va me dire qu'il vous manque le corps de la méthode.
C'est pour ça, quand je vous ai dit tout à l'heure, abstract est indispensable pour les méthodes abstraites qui sont définies au niveau d'une classe abstraite. OK? Donc voilà un exemple d'une classe abstraite qui porte le nom form avec un attribut name, avec deux méthodes concrètes. Quand je dis méthode concrète, c'est une méthode avec définition. Là, on se retrouve avec accolade ouvrante, accolade fermante. Une méthode abstraite, c'est une méthode qui dispose seulement de la signature. Il n'y a pas d'accolade. Juste après le nom de la fonction, je fais un point-virgule. Je vais créer maintenant les classes phi. Alors, la première classe phi, c'est cercle. Et la deuxième classe phi, rectangle. Alors, pour le cercle, les deux classes héritent à partir de la classe mère form. Du coup, j'aurais dû faire extend form. Bah, automatiquement, je me demande de remarquer qu'il va nous obliger d'ajouter le constructeur. Alors, nous, avant de faire ça, j'aurais dû faire la chose suivante. Alors, je vais ajouter l'attribut par défaut, donc private spécifique, float, voyons. Je vais définir donc le constructeur avec argument qui fait appel à name. Je peux même rajouter donc le deuxième paramètre pour nous, c'est float rayon. J'aurais dû faire la chose suivante, 10.rayon est égal à rayon. Et là, je vous demande de remarquer une autre erreur qui sera soulevée au niveau de notre classe quand je servole. Il va me dire, il y a une méthode qui s'appelle surface qui n'est pas définie. Vous êtes obligé de l'implémenter. Quand je clique sur Add and Implement Methods, donc automatiquement, il va ajouter la signature de la méthode. Alors nous, on va adapter maintenant la surface à notre situation. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner dans ce cas-là? Pi fois R fois R. Donc, je mets rayon fois rayon fois 3,14. Et le F pour dire qu'il s'agit de float. Donc, je suis en train d'adapter la surface à cette classe. Avec la même façon, je peux hériter à partir de la classe form. Je vais ajouter donc les attributs spécifiques. Donc, longueur, c'est des float, longueur et puis largeur. Puisqu'il y a déjà un mot-clé long. Je déclare donc le constructeur. Donc, sinon, j'aurais dû faire la chose suivante pour faciliter la tâche. Source, generate constructor using fields. Donc, je vais choisir form pour définir le nom, ainsi que la longueur et puis la largeur. Alors, generate. Et avec la même façon, il va me demander d'implémenter la surface. Maintenant, la surface est différente de la formule que je vous ai montrée tout à l'heure avec le cercle. Donc, ça va être la longueur fois la largeur. Et comme ça, je vous demande de remarquer que chaque classe phi, il va définir donc la méthode à sa manière. Alors, je reviens avec vous. Je vais ajouter une classe de test, new, classe. On va l'appeler main, par exemple. J'ajoute la méthode principale main. La première des choses qu'on va tester, est-ce qu'on peut instancier un objet de type form? Alors, je fais appel à form. F1 est égal à new form. Et là, je mets en quelque sorte le nom de notre forme.
je vous demande de remarquer que je ne peux pas instancier cette classe. Donc, cannot instantiate the type form. Si vous voulez l'instancier, vous aurez dû faire la chose suivante. Alors, quand je mets forme, contrôle espace, quand je vais choisir celui-là, je vous demande de remarquer qu'il va me demander de tout, si vous voulez définir. Pour définir une nouvelle instance de la forme, je serai obligé donc de donner une implémentation à la surface. Par contre, je peux déclarer un objet de type cercle. C1 est égal à new cercle, puisque là c'est le concret. Ben, je lui donne le nom. Ici, je mets cercle. Et je peux donner le rayon. 2,5 par exemple. Et par la suite, je demande au système de faire appel à la méthode affichée, donc c'est un point affiché qui est défini dans la classe mère. Et par la suite, ben, je peux lui demander d'afficher la surface. Surface égale. Et là, je fais appel à mon objet C1.surface. On exécute notre classe. Et là, automatiquement, il a fait appel à la classe, à la méthode affichée de la classe mère pour afficher donc le type de forme que je suis en train de créer. Et pour la surface, il a fait appel à la méthode surface qui permet de multiplier donc le PR au carré, rayon fois 3,14. Et du coup, on voit bien l'importance de cet élément en général. Après avoir vous montré donc la classe abstraite avec sa classe phi et puis la valeur ajoutée de l'abstraction, donc on va mettre en place maintenant le deuxième atelier donc sur lequel on va créer deux interfaces et puis une classe phi pour vous montrer donc l'intégration des interfaces dans votre programme ainsi que la variante de l'héritage multiple adoptée par notre langage Java. Alors au niveau d'Eclipse, on va créer donc une nouvelle une interface. À ce niveau-là, donc quand je clique sur New, je vous demande de remarquer au lieu de créer une classe, on va créer donc une interface. La première interface, on va l'appeler traitement 1 par exemple. Et la deuxième interface, on va l'appeler traitement 2. On va mettre les signatures des méthodes. Bah, pour la première classe, donc on va ajouter la méthode public void print. Dans une classe abstraite, le mot-clé abstract devant la méthode abstraite est obligatoire. Bah, c'est le cas tout à l'heure de forme. Bah, je serai obligé de mettre le mot abstract avant la méthode abstraite surface. Pour donc les interfaces, bah, c'est facultatif, donc je peux ajouter le mot-clé abstract. Quand je peux écrire la signature sans ce mot-clé, donc automatiquement, implicitement, donc le système il va considérer comme une méthode abstraite. Pour traitement 2, à titre d'exemple, je vais ajouter donc les méthodes suivantes. Int add qui permet de faire l'addition. Et puis public int mult qui permet de faire la multiplication. On dispose maintenant de deux interfaces, de deux éléments abstraits. Bah, on ne peut pas les utiliser directement puisque ces différentes méthodes ne disposent d'aucune définition. Bah, on va créer une classe phi, donc on va l'appeler par exemple binaire. On va mettre dedans deux champs, donc private int xy. On déclare le constructeur avec argument, cliquons sur source, add, bien generate constructor using feeds, donc on va utiliser les xy. La présence du mot-clé sapeur, c'est-à-dire que votre classe dispose d'une classe mère déjà par défaut qui est la classe object. Alors par la suite, si vous vous rappelez bien, avec le mot-clé extend, je peux avoir qu'une seule classe puisque en Java, comme je vous ai dit au départ, il permet l'héritage simple.
Ben, ici, à ce niveau-là, donc j'ajoute le mot-clé implement pour faire appel à une interface. Et là, je peux avoir autant d'interfaces. Donc, j'ai l'interface traitement 1. Si donc j'implémente plusieurs interfaces, je sépare par virgule. C'est pour ça on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une variante de l'héritage multiple. Comme le cas des classes abstraites, une fois que vous implémentez les interfaces, automatiquement le système il va signaler donc une erreur, comme quoi votre code n'est pas complet puisqu'il vous manque l'implémentation des méthodes abstraites. Ben, on clique sur Add and Implement Methods et là je vais demander de remarquer que le système il va intégrer donc la définition des différentes méthodes dont la signature est définie au niveau des interfaces, ainsi que la présence donc de l'annotation override, qui veut dire qu'il s'agit donc d'une méthode qui est définie quelque part dans votre code. Quand je survole, j'appuie sur CTRL. Alors une fois que je clique, il va me ramener directement vers l'emplacement de la méthode, comme quoi cette méthode fait appel à une interface qui est prédéfinie auparavant. Donc, je reviens vers la classe binaire. Je donne maintenant des définitions selon le besoin. Par exemple, ici pour l'ajout, donc je vais lui demander de retourner x plus y. La valeur ajoutée de l'abstraction, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que chaque classe phi peut définir la méthode abstraite à sa manière. Pour la multiplication, je lui demande de retourner x fois y. Et pour la méthode print, ben, je lui demande d'afficher donc les deux opérations, add égale. Et là, je fais appel à la méthode add. Et la même chose pour la multiplication. Je fais appel à la méthode mult. Donc, au niveau donc de main, bien, je peux ajouter une nouvelle classe main pour faire le test. Donc, interface main pour tester donc les interfaces. Je coche public static void main. Je déclare donc un objet de type binaire, B par exemple. Je vais l'instancier avec le constructeur, avec argument que j'ai défini. Donc, je mets par exemple 2 et puis ici je mets 3. Et par la suite, je fais appel à la méthode affichée, ou plutôt print, qui fait appel à toutes les autres méthodes, à savoir l'addition et puis la multiplication. Ben, j'exécute donc le main et là, je vais demander de remarquer que automatiquement, il va exécuter la définition que j'ai donnée à la méthode, si vous voulez add, et puis la méthode de la multiplication. Et le plus important, c'est que notre classe binaire qu'on a créée, donc il peut hériter à partir d'une classe, une seule, il peut implémenter plusieurs interfaces et du coup on parle de, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une variante de l'héritage multiple. Encore une fois, à partir de la version 1.8, je vous ai dit que votre interface peut contenir une méthode concrète. Ici, par exemple, je déclare la méthode suivante, public void print default print, par exemple. Et là, j'affiche tout simplement un message default méthode. Là, je vous demande de remarquer qu'une fois que j'ai ajouté ce bout de code, bah, le système il signale donc une exception. Bah, il va me dire qu'il y a un problème au niveau de cette méthode, au niveau de son corps, puisque c'est une méthode qui appartient à votre, si vous voulez, classe, à votre interface traitement, qui est censée donc avoir que les signatures des méthodes. Et là, elle me donne les suggestions suivantes. Soit remove method body. Dans ce cas, il va le considérer comme, si vous voulez, abstraite, comme méthode abstraite sans définition. Soit je change default print to default.
Bah, je vais ajouter le mot-clé default pour dire que c'est une méthode par défaut. Du coup, sa définition peut être utilisée dans toutes les classes phi. Soit donc je change via statique. Donc on va choisir le mot-clé default. Et là, je vais demander de remarquer que automatiquement, j'ai cette méthode avec sa définition, contrairement à la méthode suivante, à la méthode print de tout à l'heure. Mais là, il faut signaler la chose suivante, c'est qu'à partir de la version 1.8 de Java. Quand je reviens maintenant vers interface main, donc je peux faire appel à p print default. Et là, donc, il va nous afficher la classe, ou plutôt la méthode par défaut qu'on a définie tout à l'heure au niveau de notre interface. Donc, suite à cette séquence vidéo, donc c'était l'occasion de vous montrer le concept de l'abstraction pour apprendre à créer donc un noyau de votre application et autour de ce noyau-là, vous allez rajouter les différentes fonctionnalités. Comme ça va faciliter donc les mises à jour évolutives et correctives de votre système en général, de telle sorte, si on vous demande de faire une modification, bah, vous n'allez pas tout refaire et tout reprendre de zéro. La séance prochaine, plutôt la vidéo prochaine, on va la consacrer à ce qu'on appelle les API, Application Programming Interface. On va commencer par quelques exemples et puis on va basculer vers des exemples concernant l'accès à la base de données, l'accès aux fichiers, les exceptions, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre langage vous fournit un ensemble de bibliothèques pour que vous, autant que développeur, autant qu'intégrateur de framework de ce langage ou bien de cette technologie, vous allez rester concentré avec l'aspect métier de l'application. Tous les autres aspects, à savoir l'aspect technique, comment communiquer avec la base, comment communiquer avec un fichier, comment communiquer avec un autre dispositif. Donc, vous aurez donc des bibliothèques prédéfinies par la communauté Java pour faciliter donc votre intégration de ce langage et cette technologie en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster en dessous de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine.